l'enregistrement, la captation, c'est la première fois. J'espère que tout va bien marcher. Donc nous recevons aujourd'hui Patrick Giraudoux de Chrono Environnement, qui est spécialiste de l'écologie du paysage, de la faune sauvage, qui est coordonnateur de ce séminaire et qui a particulièrement étudié les rapports entre cette écologie et la santé. Et je crois que pour le sujet qui nous rassemble, il était celui qui pouvait nous faire cette séance d'ouverture de la manière la plus naturelle. Je lui donne donc immédiatement la parole pour 45 minutes. Écoute, merci à Arnaud, merci à tous ceux qui se sont inscrits et qui participent. Aussi, merci à tous les auditeurs et aussi à tous ceux qui vont venir et qui nous ont fait l'amitié d'avoir nous proposé un programme très, très riche. Hein, vous verrez par la suite. Alors, avant de commencer, je voudrais dire quand même juste un petit mot. C'est que dans mon esprit, la conférence n'est pas l'essentiel. C'est simplement une mise au point, on va dire, un petit peu disciplinaire, qui devrait nous permettre, nous, de chaque discipline, nous permettre de coévoluer en quelque sorte pour comprendre le point de vue au sens paysagiste du terme des autres, hein, à un moment ou à un autre. Donc j'attends beaucoup, moi, de la discussion plus que de simples questions qu'il pourra y avoir derrière une présentation qui est une présentation finalement d'un point de vue, j'insiste, au point de vue paysagiste, d'un des sommets possibles. On aura des philosophes, on aura des sociologues, on aura peut-être des géographes, enfin il y a de nombreuses disciplines qui vont être convoquées, et si on pouvait évoluer ensemble pour mettre nos différentes disciplines au service de la compréhension de ce qui se passe, on aurait fait un grand pas. Hein. Donc l'idée, elle est là, c'est pas simplement de faire une exhibition de conférences qui succéderait. Hein. Alors je m'explique, bon là on va entrer dans le vif du sujet que Arnaud m'a chargé de vous présenter. Donc c'est un petit peu le point de vue écologique sur pas seulement la pandémie, mais sur les concepts d'écologie utiles à la comprendre. Alors, les écologues professionnels, bon, vous me pardonnez, il y aura certainement des choses qui vont être très triviales pour vous, mais j'ai opté le principe que si on veut être compris entre les différentes disciplines, il faut quelque part qu'on partage un vocabulaire commun, et peut-être que pour ce qui est trivial pour des écologues ne le sera pas pour, je ne sais pas, pour un mathématicien, et que quelque part il faut passer par cette plateforme-là. Alors, le titre de la présentation, c'est la biodiversité, à quoi ça sert? Parce que c'est quelque chose qu'on nous sert sans arrêt, à nous écologues, où on nous dit, bah oui, mais votre biodiversité, vous nous embêtez avec ça sert à quoi? Bon. Puis, il y a une composante de la biodiversité qui est quand même assez intéressante, c'est celle qui est listée sous le titre, qui est celle des microbes. Et dans ce cas-là, c'est essentiellement des virus, si je ne m'abuse, oui, c'est tout des virus pratiquement, mais on pourrait ajouter des bactéries, on pourrait ajouter des protozoaires. Et puis ces microbes, cette biodiversité-là, elle se rappelle à nous régulièrement. Bon, la grippe espagnole, 20 millions de morts, 100 millions, c'est pas bien, c'était une période assez troublée de la planète, hein, du monde. Ensuite, on a eu la grippe asiatique en 57, il y en a peut-être des oubliés entre les deux. Ensuite, on a eu la grippe de Hong Kong, 68-69, 1 million de morts. Ebola dans les années 70, qui n'a encore pas quitté l'Afrique, mais qui fait beaucoup de morts là où il sévit. Le sida dans les années 80, le SRAS, c'est-à-dire le premier Covid en fin de compte, qui est apparu, en tout cas Covid renommé, on va dire, en 2003, la grippe aviaire en 2004, H1N1 en 2009, le MERS qui est apparu au Moyen-Orient, et puis maintenant on se retrouve avec Covid-19 en 2019. Donc vous voyez que c'est aussi une composante de la biodiversité. Alors il faut d'abord qu'on s'entende sur du vocabulaire. Attendez, voilà, ça marche. Et le plan que je vais essayer d'adopter, mais je suis très bavard, donc je vais essayer d'être le plus concis possible, c'est qu'est-ce que la biodiversité? On va essayer de réfléchir au concept. Comment est-elle produite? Parce que c'est important de comprendre les mécanismes de sa production pour comprendre ce qui se passe aussi. Comment ça fonctionne? Il ne s'agit pas de la produire, derrière, ça se met à fonctionner. Puis où est le problème maintenant? Puis quelque part, de façon à... Vous verrez que quand on soulève la question où est le problème, on est vite pessimiste. J'ai laissé un petit chapitre, quand on veut, on peut, de façon à vous redonner un petit peu le moral et se dire que quelque part, oui, quand on veut, on peut. Alors, la biodiversité, petit rappel trivial, qu'est-ce qu'une espèce? Alors, pour un écologue, une espèce, c'est l'ensemble des individus interféconds dont la descendance est féconde. C'est le critère principal qui a été fixé pratiquement dans les années 40 par Maire, qui nous dit, si on se reproduit entre nous, on est de la même espèce. Alors ça paraît tout simple, on se dit, bon, très bien, hein, on est de la même espèce comme ça.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette division-là, c'est une division qui est arbitraire. Une espèce, en fait, elle est composée de populations. Autrement dit, bah, c'est facile à comprendre. Les lapins qui vivent en Australie ne sont pas génétiquement tout à fait identiques aux lapins qui vivent en France, même si en les mettant dans un bateau et en les faisant se reproduire, ils se reproduiraient entre eux. Et il faut aussi différencier la notion de richesse et celle de diversité. Alors vous avez deux communautés d'oiseaux dans ce cas-là, on va dire ça comme ça, ou deux assemblages d'oiseaux, l'assemblage d'espèces, c'est des espèces différentes. À gauche, vous avez 10 espèces, mais chaque espèce est représentée par le même nombre d'individus. Et à droite, vous avez toujours 10 espèces, mais une de ces espèces fait la majorité, plus que 90% des individus. Et dans ce cas-là, on voit bien que même si le nombre d'espèces est équivalent, la diversité n'est pas la même. À droite, vous avez un système qui est faiblement diversifié, dominé par une espèce, et à gauche, une espèce qui est très diversifiée, où toutes les espèces sont à peu près également représentées. C'est un concept important sur lequel on reviendra tout à l'heure, hein, la différence entre richesse spécifique et diversité spécifique. Le point aussi important, c'est que même quand on est à l'intérieur d'une même espèce, ici Homo sapiens, Dominique va contester sapiens, mais bon, Homo sapiens quand même, encore, hein, et dans ce cas-là, on voit bien qu'on ne se ressemble pas tous. Bien sûr, on a bien des points communs, mais génétiquement, on a beaucoup de différences, et cette photo le montre bien. Donc, il y a une autre diversité qui peut être perceptible, qui n'est pas la diversité entre espèces, mais qui est la diversité à l'intérieur d'une même espèce. Alors, cette diversité à l'intérieur d'une même espèce, elle nous amène tout de suite à voir qu'en fait, on a une hiérarchie emboîtée de diversité dans les écosystèmes. Alors, si on est tout en bas, vous avez la diversité génétique, c'est celle que j'ai évoquée tout de suite. Mais cette diversité génétique, elle habite en quelque sorte aussi une diversité spécifique, c'est-à-dire l'ensemble des espèces qui composent un écosystème. Et cette diversité spécifique, elle est emboîtée dans la diversité des écosystèmes qui composent la planète. Puis à la limite, au niveau de la planète, on a une diversité globale. Donc, pour un écologue, un des gros problèmes qui existent, c'est justement d'embrasser cette diversité à tous les niveaux d'organisation où elle peut s'exprimer. Donc, ce n'est pas simplement une liste d'espèces, c'est une liste de quelque chose qu'on va un petit peu explorer avant d'aller plus loin. Et ça nous amène à comment est-elle produite. Alors, comment est-elle produite? Ben là, on n'a rien trouvé de mieux que l'ami Darwin, qui nous donne en quelque sorte les clés de compréhension du monde vivant. En gros, le monde vivant, c'est quelque chose de fluide, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et chaque individu hérite de mutations qui se sont opérées dans la fabrication des gamètes, des cellules reproductrices en quelque sorte, de ses parents. Et ces mutations, elles sont souvent neutres, parfois délétères, c'est-à-dire nuisibles à l'organisme, et parfois elles comportent un avantage. Et ça passe au filtre de la sélection, alors naturelle ou pas, d'une sélection. Alors le principe de base est simple. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est le premier élément du tableau, dans la première cellule, on a une variation qui s'exprime à tous les niveaux. On va prendre la variation qui s'exprime à l'échelle d'une population. On est tous génétiquement différents, à des degrés divers, mais génétiquement différents. Personne n'est identique à son voisin, quel que soit l'organisme considéré. La deuxième chose, c'est qu'il y a des caractères qui sont héritables. En gros, les grands tournesols produiront des grands tournesols et les petits tournesols produiront des petits tournesols parce que c'est génétiquement fixé. Tout n'est pas génétiquement fixé, mais ça peut l'être. Bon. Cette héritabilité, elle se superpose à une surproduction. C'est-à-dire que les êtres vivants produisent plus de descendants, en général, que ceux qui peuvent survivre avec les ressources disponibles. Alors, un petit exemple qui est illustré dans cette diapositive, une mésange bleue, elle produit en moyenne 10 œufs par nichée chaque année. Si chaque oisillon survivait et se reproduisait, en 8 ans, on obtiendrait 781 250 mésanges bleues à partir du couple initial. Donc, vous voyez tout de suite. Alors, bien évidemment, on n'a pas autant de mésanges bleues au bout de 8 ans, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mortalité va jouer. Mais elle va jouer de façon différentielle, c'est-à-dire qu'elle va jouer en défaveur de ceux qui sont les moins adaptés au système dans lequel ils sont. Alors, on a ce qu'on appelle un avantage reproductif. C'est un peu raccourci quand on dit ça, qu'on appelle la fitness. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les variations qui augmentent le succès reproducteur seront plus répandues à la génération suivante, puisque c'est les gènes qui seront favorisés. Mais attention, c'est dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'un avantage
dans un environnement donné peut être un désavantage d'un autre environnement. Donc, il n'y a rien d'absolu là-dedans. C'est à nouveau quelque chose de très fluide. Et pour vous illustrer, l'homme n'échappe pas à ça. On a pu montrer que chaque personne reçoit approximativement 60 nouvelles mutations génétiques de ses parents. On est tous des mutants. Alors, vous allez voir qu'il y en a qui mutent plus que les autres, mais on le verra un peu tout à l'heure. Alors, pour illustrer ce que ça implique en termes de production de biodiversité et surtout de dynamique dans cette production, on va prendre deux schémas très différents. Le premier, c'est un système où vous avez un lion, on va dire une lionne parce que dans les systèmes-là, c'est les lionnes qui chassent, et puis des gazelles, une population de gazelles. Imaginons que vous n'ayez qu'une lionne et beaucoup de gazelles. Ce qui va se passer à ce moment-là, elle ne va pas pouvoir réguler la population. Donc, on va avoir une augmentation de densité des gazelles, mais du coup, une surconsommation de l'herbe. Autrement dit, ces gazelles-là, du fait de la prédation, vont être nombreuses, du fait de la faible prédation, plus exactement, vont être nombreuses, donc on va exercer une pression de sélection forte sur l'herbe, mais qui va se retourner contre elles parce que celles qui n'auront plus de nourriture, elles vont être défavorisées. Et donc, les mutations qui seront favorisées dans un contexte tel que celui-ci, c'est celles qui vont séparer en quelque sorte le boulot. Alors, il y aura peut-être les gazelles qui mangeront plutôt, qui mangeront plutôt les arbrisseaux, celles qui mangeront plutôt l'herbe, mais les dicotylédones sautent qui seront plutôt spécialistes des graminées, puis qui auront des dents un peu plus dures que les autres, etc. Donc, ces petits avantages sélectifs, ils vont trier la population, et on aura une population de gazelles qui va se différencier en différentes sous-populations avec des différences de l'une à l'autre. Imaginons l'autre système avec beaucoup de lions, il n'y aura pas beaucoup de gazelles, c'est schématique. Donc, du coup, il y aura beaucoup d'herbes. Dans ce cas-là, le problème ne sera pas celui de la nourriture, mais d'avoir ceux qui seront avantageux, c'est ceux qui seront capables de fuir les lions. Donc, dans ce cas-là, les gazelles qui seront sélectionnées, c'est plutôt celles qui ont des grandes pattes, celles qui se reproduiront tôt dans leur cycle reproductif, donc qui pourront avoir une descendance avant d'être mangées, etc., etc. Donc, la pression de sélection va être très différente. Donc, vous voyez qu'avec les mêmes espèces, vous pouvez obtenir des évolutions, puisqu'on va parler d'évolution, qui vont être différentes. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, c'est important aussi pour comprendre ce que nos microbes vont devenir. Et cette évolution-là, elle s'est faite pendant 3 milliards d'années et plus. Presque 5 milliards d'années, on ne sait pas bien, quand on va aux racines du vivant, on remonte très loin et là, on manque de traces. Toujours est-il, et ça c'est une notion qui est importante aussi pour l'écologue, que tous les écosystèmes qui ont peuplé la planète ne sont pas présents à l'heure actuelle. Beaucoup sont éteints, beaucoup d'espèces aussi sont éteintes. On estime que 95% des espèces qui sont apparues sur Terre ont disparu. Et donc on a le 5%, non pas résiduel, mais le 5% résultant, on va dire ça comme ça. Et c'est certainement une sous-estimation. Donc il faut imaginer une immense usine à sélection et à mutation. Enfin, à mutation-sélection, c'est plutôt dans cet ordre-là que ça se fait. Et des systèmes qui se mettent en place, ceux qui sont non fonctionnels disparaissent, ceux qui sont fonctionnels restent et préparent les mutations suivantes et l'évolution du système. Il n'y a pas de direction là-dedans, c'est une sorte d'auto-organisation due au principe du moteur. Et donc, ce qu'il faut surtout se garder d'imaginer, c'est que la biologie, c'est une science compartiment. On la présente souvent comme ça, compartiment disciplinaire, mais aussi compartiment des objets qu'elle peut étudier, les espèces, les populations. Il n'y a rien de tout ça. Tout est fluide. On me dit, on a un pool de gènes hérités qui font partie des populations qui bougent dans le temps, mais dans l'espace aussi, qui font des communautés, les lions puis les gazelles, qui bougent aussi dans leurs relations, et des écosystèmes qui évoluent, mais qui évolue aussi en fonction de l'écosystème d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un système qui est complètement fluide, mais fluide sur un temps long, qui n'est pas toujours perceptible par l'homme. Alors, pour vous donner une idée des limites du concept d'espèce, eh bien, par exemple, les plantes et les animaux, par exemple, on se dit une espèce c'est complètement figé, c'est une vraie banane. Il y a des croisements interspécifiques. Donc là, on n'est plus dans la définition. Simplement, ça signifie que certains groupes peuvent encore se croiser avec d'autres, c'est qu'ils ne sont pas totalement séparés d'un point de vue évolutif. Puis en plus, ce que je vous ai raconté, c'est faux. C'est vrai pour beaucoup d'organismes, tous ceux qui ont une reproduction sexuée. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas une reproduction sexuée, comme les bactéries. Elles sont capables d'échanger de l'ADN direct. Et puis, vous avez des organismes comme nous qui sont des faux organismes. En fait, on est des chimères, des symbiotes. J'en reparlerai tout à l'heure. 8% de notre ADN est d'origine virale. Ça veut dire que les virus
ont incorporé notre ADN et nous, on n'y voit rien du tout. Ce n'est pas des virus pathogènes d'ailleurs, simplement ils sont là puis ils se reproduisent passivement au fur et à mesure de notre propre reproduction. On a intégré des endosymbiotes, c'est-à-dire que les organites qui sont dans nos cellules sont d'anciennes bactéries qui nous viennent de très très loin, 3 milliards d'années avant, mais qui finalement se sont plus chez nous, n'ont plus d'équivalent avec une vie libre, mais qui ont leur propre mitochondrie. Donc on peut se voir, nous, comme des symbiotes plutôt que comme des organismes. On reviendra tout à l'heure sur le microbiote intestinal, vous verrez que ce n'est pas triste non plus. Alors comment ça fonctionne tout ça? Excusez, je regarde ma montre parce que j'ai peur de déborder. Alors comment ça fonctionne tout ça? On va regarder quelques concepts, on ne va pas regarder comment ça fonctionne dans le détail parce que là on y passerait des heures et c'est beaucoup trop, tout le monde va s'endormir là. Donc on va regarder ce qui va nous servir surtout pour comprendre notre histoire de microbes qui va venir après. En général, on nous demande la biodiversité, à quoi ça sert. Puis à chaque fois j'ai envie d'envoyer balader ceux qui demandent ça, parce que toujours à quoi ça sert, j'ai envie de leur dire ça sert à rien comme Mozart. Bon, il y a déjà une appréciation esthétique là-dedans, c'est que ça viendrait à personne l'idée de dire Mozart, à quoi ça sert? Bon, c'est beau simplement, enfin ce qu'il produit est beau. Bon. La biodiversité n'est pas exempte de beauté, et je dirais que c'est aussi 3 milliards d'années d'évolution qui sont parvenues jusqu'à nous. C'est-à-dire ce qui est détruit là ne sera jamais reconstruit, comme si on brûlait la Joconde, on ne la reconstruirait pas. Encore que là, on a les photos, qu'on ne pourrait même pas avoir les photos de l'espèce qui a disparu, en tout cas, elle n'aurait pas la même fonction. Vous voyez, la comparaison a ses limites là. Donc, la biodiversité, on se le dit, ça ne sert à rien. Comme Mozart, c'est un patrimoine. Mais en plus, ça sert à quelque chose. Bon, qui est quelque chose qui n'est pas simplement la beauté et l'esthétisme. Alors, la diversité, c'est quelque chose qui nous amène à l'idée de résistance des écosystèmes. Alors, vous voyez, il y a un petit schéma avec des poissons. On va mettre, peu importe le niveau de diversité dans lequel on se place, on va prendre les rouges, les bleus et puis les verts. Hein, ça peut être 3 espèces si vous voulez. Imaginons qu'un microbe arrive dans un système comme ça. Bon, les rouges, ils sont nombreux, ils sont bien en contact, on n'en parle plus. Ils disparaissent. Bon. Imaginons un système beaucoup plus biodivers. Vous voyez, il y a moins de rouges, il y a plus d'espèces dans ce cas-là. Ben, le microbe qui attaque le poisson rouge, le poisson rouge, là, il va avoir du mal à atteindre son copain qui est quand même pas à côté. Donc, il va peut-être disparaître parce qu'il sera malade, mais son copain sera préservé par la distance. Autrement dit, un système biodivers, c'est un système qui est beaucoup plus résistant, et je ne parle pas de résilience, je vais en parler après, qu'un système qui ne l'est pas. Et ça, c'est une propriété fondamentale. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, tout de suite, parce qu'on va aller au sujet, vous voyez tout de suite ce qui peut se passer. C'est que si j'ai un système où j'ai beaucoup d'animaux sauvages, ici un cerf, ici, ça ressemble, je crois, quoi, une antilope, et un gros troupeau de vaches, on va dire ça comme ça, hein, qui ont toutes à peu près la même génétique, si un microbe se met là-dedans, vous voyez parfaitement qu'il va circuler parfaitement dans le troupeau de vaches et après parfaitement dans le troupeau d'humains. Autrement dit, avoir un système où vous avez une espèce qui est très nombreuse et pas très diverse dans sa génétique, c'est forcément un risque. Et les incubateurs qu'on a pu voir se créer sont les animaux domestiques, puis aussi la grande population humaine, j'y reviendrai tout à l'heure. Et historiquement, on sait par exemple que le virus de la variole, c'est une mutation d'un poxvirus de rongeur il y a quelques milliers d'années. Ça, les généticiens moléculaires ont pu nous le montrer. La rougeole, c'est simplement une mutation de la peste bovine qui est apparue apparemment au XIe siècle. C'est pas si vieux que ça. Les variants grippaux qu'on a tous les ans, hein, les H quelque chose, N quelque chose, bah, c'est les élevages de porcs et de poulets qui sont les incubateurs. Le passage d'Ebola, de Marbourg, les coronavirus, etc., c'est les chiroptères, ça on le dit, on y reviendra, mais en même temps on a une espèce relais souvent, un élevage, ou alors une grosse population humaine. Les rongeurs, les célèbres Lassa, Hantavirus, Monkeypox, la peste, rappelons-la, la peste qui a quand même dévasté l'Europe, et pas que l'Europe d'ailleurs au Moyen-Âge, et pas qu'au Moyen-Âge non plus, hein, c'est les rongeurs qui l'apportent au contact, bien entendu. Alors eux, ils sont nombreux parce que favorisés par l'activité humaine, mais en même temps au contact de grandes populations humaines. Hein. Alors la deuxième chose, tiens, alors voilà. Ah bah excusez-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. Alors deuxième chose, c'est aussi la résistance, mais aussi la résilience. Alors je vous sers cet exemple-là, on en arrêtera là avec les exemples. Une fonction essentielle dans un écosystème, c'est la minéralisation.
C'est-à-dire que la matière organique, quand elle arrive dans l'écosystème, quand elle est élaborée dans l'écosystème, eh bien, elle meurt, les feuilles tombent à l'automne, par exemple, et si elles restaient comme ça, elles immobiliseraient la minéralomasse, les sels minéraux, qui ne seraient plus disponibles pour l'écosystème vivant, on va l'appeler comme ça. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des organismes qui fassent le job de minéralisation, de décomposition, si vous préférez. En général, c'est des microbes qui font 90% du boulot. Et puis, des arthropodes font aussi les 10% nécessaires, ils se complètent les uns les autres. Alors, un système à 3 espèces, dans lequel il y a une grosse sécheresse, 3 espèces de microbes dans ce cas-là, dans lequel il y a une sécheresse, ben, ça ne posera pas tant de problèmes que ça, dans la mesure où il y aura bien parmi ces espèces une qui ne sera pas résistante du tout à la sécheresse, donc qui va diminuer son effectif, mais les autres, elles feront le boulot parce qu'elles sont résistantes, pas de problème. Mais si vous êtes dans un système à une espèce, et que par malheur, cette espèce n'est pas résistante à la sécheresse, ben, le boulot, il est plus fait, il n'y a plus de minéralisation, l'écosystème s'effondre. Vous voyez en quoi la diversité des espèces, mais aussi des génomes, mais aussi des écosystèmes, est un facteur de résilience et de résistance des écosystèmes. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, chaque fois qu'on simplifie un écosystème, on se met dans une position à risque. Alors, je ne vais pas vous faire la théorie des écosystèmes parce qu'il y a des gens bien plus forts que moi qui pourraient la faire et qui l'expliqueraient bien mieux. Mais les centaines de milliers de relations, prédation, parasitisme, symbiose, commensalisme, imaginez tout ce qu'il peut y avoir avec la multitude des espèces qui existent dans l'écosystème, font un édifice qui fonctionne. Ben, vous connaissez, la forêt ne s'écoule pas tous les ans, les prairies ne s'écoulent pas tous les ans, la mer non plus, et tous les écosystèmes qu'on peut trouver. Alors il y a une image qui est très simple à comprendre, c'est celle de la tour Eiffel. La tour Eiffel, ce n'est pas un écosystème, on est d'accord, mais c'est un montage qui est déjà assez compliqué, très simple à l'échelle d'un écosystème, mais quand même très compliqué. Je peux y enlever un boulon, elle ne va pas s'écrouler. Je peux y enlever 2 boulons, elle ne s'écroulera pas. Puis je peux peut-être enlever 1000 boulons, elle ne s'écroulera toujours pas. Mais à un moment donné, je vais enlever le dernier boulon et j'aurai le tas de ferraille que vous voyez sur la photo. Bon. C'est-à-dire que ces écosystèmes, ils sont sensibles à des effets seuil. On peut parfaitement supprimer des espèces, on ne verra rien du tout. D'abord, puis la deuxième, puis la troisième. Puis à un moment donné, tout va s'écrouler. Et ils peuvent changer d'état. Alors là aussi, c'est pareil, il faut casser cette idée d'équilibre écologique unique qui serait bien. Non, il y a plein d'équilibres possibles, avec des avantages et des inconvénients. Alors l'image qu'on peut facilement avoir, c'est celle de la théorie des bassins, hein, qui vous montre une petite bille qui est dans des bassins d'attraction. Alors vous voyez à gauche, vous avez 2 bassins d'attraction, un haut, un bas. Bon, peut-être que le haut, c'est une stabilité provisoire de l'écosystème forestier, pourquoi pas, sur laquelle on trouvera son compte, parce qu'il y aura, je ne sais pas, il y aura des loups, il y aura des cerfs, il y aura tout ce que vous voulez avoir, et puis aussi du bois pour produire. Bon. Mais cet environnement-là, on peut le changer en y mettant de l'énergie. Donc du coup, on peut abattre les barrières du bassin d'attraction et faire passer l'écosystème, vous voyez la petite bille qui va rouler, dans un autre bassin d'attraction qui fonctionnera pareil, mais qui sera peut-être très défavorable à certaines espèces, dont l'homme. Et donc, c'est cet effet seuil que les écologues sont attentifs à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura si on perturbe beaucoup. Bon, on aura peut-être mieux, mais l'expérience montre qu'on a souvent pire. Hein. Donc, les perturbations graduelles, souvent, n'apportent pas franchement de gros changements visibles jusqu'à ce qu'un effet seuil se fasse sentir et qu'on ait un effet de bascule. C'est en gros ce qui est en train de se passer pour le climat. Alors, où est le problème? Ça va, je suis dans les temps ou à peu près. Alors, où est le problème? Il y a encore un petit concept qu'il faut avoir en tête quand on va parler de microbes, c'est que les microbes, ils auront toujours une mutation d'avance. Et cette image-là, je la dois à notre collègue Didier Hoquet, que certains d'entre vous connaissent bien. Donc, il va faire une conférence et je vous conseille d'y aller parce qu'il va expliquer les choses encore bien mieux que je ne pourrais le faire. Mais on a besoin d'une petite touche de Didier Hoquet là pour bien comprendre les choses. Lucie, notre ancêtre lointain, 3 200 000 années à peu près. Pour arriver de Lucie à Didier Hoquet, qui est quand même un bel animal, on a 160 000 générations humaines, à peu près. Bon. 160 000 générations qui se sont succédées. Eh bien, si on prend des bactéries, il faut à peu près 10 ans pour faire 160 000 générations. Autrement dit, la vitesse évolutive d'une bactérie, c'est 10 ans, quand nous, c'est 3 200 000 années pour avoir la même succession de générations. Vous voyez, ce n'est pas le même monde du tout. Les bactéries, elles ont toujours une mutation d'avance. Elles ont gagné d'avance, ce n'est pas la peine de lutter. On n'arrivera jamais, nous, génétiquement, à s'adapter à une telle vitesse d'évolution. Alors, on peut ajouter autre chose pour vous donner des chiffres qui sont les chiffres hallucinants, pour moi, je trouve.
Le microbiote intestinal, autrement dit, les microbes que vous avez dans l'intestin, que tout le monde a dans l'intestin. Vous avez 3,9 10 puissance 13 cellules, c'est-à-dire 10 puissance 9, ça ferait 1 milliard. Si j'en rajoute 3, ça fait 1000 milliards. 3,9 fois 1000 milliards de cellules dans votre intestin, de cellules bactériennes, un petit peu de protozoaires, un petit peu de champignons aussi. Ce qui est équivalent au nombre de cellules de ce que nous, on considérera comme nos cellules. On me dit la question qu'on se pose, nous, en tant qu'organisme, est-ce qu'on est des cellules eucaryotes parasites d'une colonie bactérienne ou est-ce que c'est une colonie bactérienne qui a parasité les eucaryotes? En fait, on est les deux. Parce que si je vous purge de vos bactéries, vous mourrez. Elles sont absolument nécessaires, ces bactéries de l'intestin, et Dominique nous en parlera sûrement très bientôt. Dominique Vuitton qui est dans l'assistance pour le moment. Hein. Donc, quelque part, on est des symbiotes par nos mitochondries, on est des symbiotes par notre microbiote intestinal. On est un super-organisme, on est quand même très différent de ce qu'on peut parfois percevoir de nous-mêmes. Hein. Vous voyez qu'on nous dit qu'on a jusqu'à, dans l'intestin, 10 puissance 11 bactéries par gramme de contenu, c'est-à-dire plusieurs, en gros, si je ne m'abuse, 10 puissance 9, 10 puissance 11, 100 milliards de bactéries par gramme de contenu. La population humaine, c'est 7 milliards d'individus sur la planète. Vous voyez, on n'est pas dans le même monde. Hein. Bon. Donc, vous imaginez l'incubateur que sont les bactéries. Et là aussi, Didier nous donne un très bel exemple, et vous en aura bien d'autres. Hein. C'est la manière dont les bactéries se sont appropriées les antibiotiques. Vous voyez que quand on a inventé la pénicilline dans les années 40, il a fallu les années 60, c'est en gros 20 ans, pour avoir des antibiorésistances. C'est ce qui est en rouge. Bon. L'érythromycine, ça a pris à peu près aussi 20 ans. La tétracycline, ça a été plus court. En 15 ans, c'était réglé. Et regardez maintenant, dans les années 2000, le linezolide ou la lévofloxacine, il faut quelques années. Pourquoi? Parce que les bactéries, maintenant, elles s'adaptent. Hein, elles ont une capacité de... Enfin, ou plus exactement, les mutations qui sont sélectionnées sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus rapides. Et donc, du coup, l'antibiorésistance est acquise beaucoup plus rapidement. Elles ont gagné d'avance. Donc, la croyance qu'on a eue pendant longtemps que les antibiotiques vaincraient le monde microbien est totalement illusoire. Je me souviens d'il y a 20 ou 30 ans, je crois même que le secrétaire général de l'OMS avait dit d'ici 20 ans ou 30 ans, on ne parlera plus des maladies infectieuses. Ben oui, bonjour. Hein, c'était une stupidité verticale. Alors oui, le problème, il est là. Michel Magny, qui est là, nous en parlera mieux que je ne le ferai aussi un autre jour. Mais c'est intéressant de regarder l'échelle de la population humaine. Vous voyez, il y a 10 000 ans, on était à quelques centaines de millions, peut-être 2 millions, mais centaines de milliers d'individus, millions d'individus, à moins 10 000. Et regardez un petit peu la vitesse de croissance de notre population. En 1900, on était un peu moins de 2 milliards. 1950, 2 milliards et demi en gros. Et là, on est 7 milliards. On est dans une exponentiation colossale qu'on ne nous montre que linéaire, parce qu'on en voit que les petits bouts. Bien sûr que si je prends un petit bout dans les années 2000, ben ça apparaîtra linéaire. Une exponentielle en local, elle est linéaire. Hein. Et si je regarde maintenant la corrélation qui existe, en tout cas la synchronie qui existe entre le taux d'extinction des espèces et la population humaine, ben vous voyez que ça va tout à fait parallèlement. C'est-à-dire que la population humaine maintenant occupe une place telle qu'elle est incompatible, ou les espèces, ou le nombre d'espèces est incompatible avec cette population. Là aussi, il ne faut pas se masquer la face, il y a un lien direct. Alors, à quoi est-on confronté? Et c'est là que le problème devient plus aigu, c'est que même si je prends la partie la plus linéaire ici, 60-2016, mais vous voyez que de 1960 à 2016, on est dans la partie affolante de la courbe déjà. Hein, donc là, j'ai simplement remis un peu à l'horizontale pour paniquer personne. La population humaine croît. Mais bien sûr, ses besoins en nourriture croissent, ce qui est bien légitime. Et donc, on fait croître en même temps la population de ruminants, mais aussi la production agricole. Et si vous regardez le graphe de droite ici, vous voyez qu'on a réussi quelque part dans les 60, avec la Révolution verte, à accompagner cette croissance de la population humaine d'une augmentation de la production alimentaire végétale et animale. On se dit, cool, parfait. Bien sûr, mais ça se fait au détriment des écosystèmes dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Bon. Mais où on a atteint une limite, c'est que les surfaces en culture ne peuvent plus augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est cultivable est cultivé. Et vous voyez même qu'elles ont plutôt tendance à diminuer au profit des prairies. Simplement, ça tient à la stérilisation des sols. C'est-à-dire quand un sol est perdu, en général, on peut en faire quand même une prairie à un moment ou à un autre. Bon. Donc, on est coincé. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une agriculture qui est de plus en plus
intensive du point de vue de la production, si on accompagne ou alors on accepte les famines. Alors, je n'ai pas dit que l'agriculture intensive était à célébrer, mais l'agroécologie qu'il faudra inventer est forcément intensive à population croissante. Il n'y a pas de marge de manœuvre par rapport à ça. Et la réponse qu'on a eue jusqu'à maintenant était de mettre encore plus de produits chimiques dans le système. Vous voyez le plan Ecophyto qu'on a utilisé en France, qui avait pour vocation à diminuer de 50% la part de phytosanitaires, donc des produits chimiques qui sont mis pour produire, justement, aboutit à l'inverse, c'est-à-dire à une augmentation de 12%, et récemment, le chiffre a été réévalué à 25%. Autrement dit, on est encore en train de répandre des produits chimiques, et vous verrez les problèmes que ça pose un petit peu plus tard. Alors, pour essayer de voir les choses d'un petit peu plus revenir à une vision planétaire, on a eu une très bonne publication qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, qui montrait quelle était la part des différents organismes vivants à la surface du globe. Alors, ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on est le plus utile, c'est simplement la part des biomasses. Vous voyez que les bactéries, on ne les voit pas grosses en quantité, les plantes sont beaucoup plus importantes, mais en activité, elles le sont. Enfin, je ne sais même pas si on peut hiérarchiser. Dans un système, c'est difficile de hiérarchiser les sols. D'ailleurs, c'est idiot de hiérarchiser là. Bref, c'est le vivant. Le vivant, on voit qu'en biomasse, c'est les plantes qui sont les plus importantes, les plantes vertes pour faire court. Les bactéries sont colossales. Les archées, qui sont des bactéries aussi, mais bon, comment dire, la taxonomie nous a amené à revisiter les découpages et donc on a distingué les archées des vraies bactéries. Les protistes, qui sont des êtres unicellulaires, les eucaryotes, eux, sont aussi pas très nombreux. Les champignons, ils sont assez nombreux. Les animaux, c'est nous. On n'est qu'à 2 gigatonnes, pas grand-chose. Alors, on va zoomer, parce que comme on est quand même très intéressé par nous-mêmes, en général, on va zoomer sur les animaux. Ben, vous voyez que les animaux, en fait, c'est les arthropodes, les insectes, les araignées aussi, qui sont les plus importants en biomasse. Les poissons aussi, qui sont importants. Mais que nous, mammifères, on n'est plus si important que ça. Et si on fait une petite division entre le bétail, les humains et les mammifères sauvages, les mammifères sauvages, c'est 4% de tous les mammifères, les humains, 36%, et les animaux domestiques, 60%. Autrement dit, la face de la planète est absolument changée de façon massive par la présence des humains et de leurs animaux domestiques. Et du coup, vous vous souvenez, j'espère, ce que j'ai dit tout au début de la conférence sur la biodiversité, c'est qu'on a une masse peu diversifiée d'humains et d'animaux domestiques qui se frottent à une masse très diversifiée de mammifères sauvages et d'ailleurs d'autres organismes. D'où le schéma sur lequel je reviens, une biodiversité importante dans certaines zones du globe, qui produit aussi une biodiversité de microbes, au contact d'incubateurs que sont les animaux domestiques ou directement d'incubateurs humains, ben forcément, ça vous donne des épidémies successives. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les épidémies, les pandémies, on va dire, au 19e siècle, 18e siècle, on en avait 2 par siècle, une tous les 50, 30 ans. Hein, et maintenant, on est à peu près à une tous les. On est passé au 20e siècle, fin du 20e siècle, à une tous les 10 ans. Si vous reprenez le SRAS, etc., et regardez les différentes variants grippaux qui nous arrivent dessus. Et si vous êtes maintenant, on n'est pas loin d'être à 5 ans. Le dernier coronavirus, c'était en 2003, on est en 2019, mais entre-temps, il y a eu H1N1, il y a eu H5N1, etc. On a eu quand même pas mal de variants grippaux qui sont baladés. Alors vous allez me dire, ben, c'est simple, détruisons cette biodiversité qui nous enquiquine. Les forêts équatoriales, ces milieux, il y a plein d'espèces. Mais non, si vous faites ça, vous augmentez encore le risque puisqu'il y aura des compensations. Si vous avez moins d'espèces dans ces milieux-là, vous aurez plus d'espèces abondantes. Enfin non, je m'exprime mal. Si vous avez moins d'espèces au total, vous aurez moins d'espèces au total, bien entendu, mais chacune sera plus abondante. Donc beaucoup plus à risque d'un point de vue épidémiologique. Donc vous êtes dans des systèmes qui iront de crise en crise. Donc plus on est riche en biodiversité, plus on est stable, moins on est à risque, à condition de ne pas s'exposer. Alors, pourquoi c'est toujours l'Asie qui se rappelle à nous? Il y a quelques cartes qui sont intéressantes à regarder quand même. Alors, la carte qui est en haut à gauche, le globe, c'est la population mondiale. Vous voyez les concentrations qui existent en Inde et en Asie. Ensuite, vous avez la biodiversité mondiale. Donc, tous ces écosystèmes très riches en espèces. Manque de peau, ils sont aussi aux mêmes endroits, tropicaux essentiellement, mais aussi en Asie du Sud-Est et sur les confins du Myanmar et de la Chine. Et si vous regardez maintenant l'élevage industriel de poulets, parce qu'il faut bien nourrir tout ce monde-là, eh bien, il est aussi en Asie, au même endroit. Et les élevages de porcs, eh bien, il y en a aussi au même endroit. Donc là, dans cette partie du monde, on concentre tout. Alors, si vous regardez maintenant
l'usage des antibiotiques dans les élevages de porcs, au hasard, vous voyez qu'en plus, on offre des outils de sélection dans ces pays-là qui sont fantastiques. Vous avez des élevages de porcs énormes que vous soumettez à des antibiotiques en permanence. C'est du régal pour les bactéries. On sélectionne les bactéries résistantes automatiquement. C'est mécanique là. Hein. Donc voilà, hein, antibiotiques, bon, résistance des bactéries, agriculture industrielle, bien entendu, donc pesticides, donc affaiblissement le plus souvent des organismes, donc beaucoup plus réceptifs aux bactéries et aux virus et aux microbes. Donc bon, bah, vous avez tout le cocktail qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, pas tout à fait pour terminer, mais pour aller sur l'étape suivante, c'est qu'on nous dit toujours « Ah oui, mais ça nous arrive, le coronavirus nous est tombé sur le coin de l'œil ». C'est totalement faux. Ça fait depuis des années qu'on publie régulièrement en écologie sur le fait que justement ces systèmes sont à risque, que le fait que les pandémies arrivent est une certitude. On ne sait pas quand et on ne sait pas où. Ça, c'est vrai, parce que justement, les systèmes sont suffisamment variables pour que ça ne puisse pas être prédit. Mais que ça arrive, et que ça arrive de plus en plus fréquemment, c'est une certitude. Alors, pour vous donner une idée, c'est intéressant d'avoir l'histoire du sida. Le sida, on l'a vu arriver dans les années 80, au moment où ça a commencé à inquiéter les pays européens, mais quand je mets dans les pays européens, je mets les États-Unis, donc aussi la côte ouest des États-Unis, parce que justement, à ce moment-là, on avait un problème dans les pays européens. Donc, on s'est intéressé à d'où ça venait. Et les gens qui font de la génétique moléculaire, petit à petit, après avoir découvert l'origine de la maladie et le virus en question, et les virus en question, il y a plusieurs souches de virus, nous ont appris que finalement, ce virus, il incubait depuis les années 30, mais en dessous du radar. Parce qu'en Afrique, tout le monde s'en fout, clairement. Je le dis un peu rudement, hein, et de façon provocante, parce que ça me scandalise, mais parce que ça incubait là, que c'était parmi les nombreuses maladies qui existent en Afrique, et que quelque part, ces maladies africaines, et j'espère que Didier Bonpanguet, en octobre, nous en parlera, justement, et il aura son point de vue à donner, eh bien que finalement, ben, ça ne nous regardait pas. Donc, total, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à un moment des circonstances particulières qui font que le virus est sorti de la forêt, est passé aux USA, est passé en Europe, et on a eu la pandémie qui était totalement prévisible. Alors, si vous ajoutez à ça les besoins agricoles qui font que de plus en plus on a tendance à déforester, c'est une stupidité ça, hein, parce que les sols tropicaux sont des sols qui deviennent vite stériles, qui se latéritisent en général, et qui sont finalement totalement perdus au bout de 10 ou 20 ans et qu'on ne peut maintenir qu'à grand renfort d'engrais. Donc s'attaquer à la forêt tropicale, c'est déjà s'attaquer à un réservoir de biodiversité énorme, mais en plus, c'est une impasse agronomique. Bon, bref, mais en même temps, c'est beaucoup de gens qui vont y vivre parce qu'il y a une démographie importante, et les besoins en main-d'œuvre sont importants, donc la viande de brousse, donc un contact privilégié avec la faune sauvage qui y vit. Alors vous avez à gauche la viande de brousse qui est en Afrique, au Cameroun. Vous avez à droite les civettes qui sont sur les marchés asiatiques. Alors on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la civette, mais que quelque part, c'est les chauves-souris qui ont contaminé les civettes, qui ont contaminé les gens. Après, il y a des chaînes de contamination qui sont assez inattendues. Hein. Mais finalement, là, on a parlé du pangolin. C'est peut-être pas le pangolin, hein, simplement le coronavirus actuel a une certaine parenté avec des virus qu'on trouve chez les pangolins. Il n'est pas du tout prouvé que ça vienne des pangolins, mais en même temps, bon, il se trouve que le marché des animaux sauvages avait explosé en Chine, donc c'est un bon moyen de pointer le risque que ça fait courir au niveau épidémique. Alors revenons-en maintenant à des aspects opérationnels. On a un concept qui est un concept de santé, mais qui est aussi partagé en écologie, qu'on appelle le One Health. C'est plutôt un concept de santé d'ailleurs, mais que se sont appropriés aussi les écologues, qui dit simplement, écoutez, il faut qu'on arrête de travailler séparément entre médecins d'un côté, vétérinaires de l'autre, et puis environnement. Mais environnement, ça reste vague à l'OMS. Je le dis très crûment, je vais vous expliquer 5 minutes pourquoi. Bon, déjà, ce dont on a pris conscience, c'est que le coût du contrôle d'une épidémie, et à plus forte raison d'une pandémie, il est vite prohibitif. Hein, vous voyez l'augmentation de la courbe. À partir du moment où vous êtes dans la pandémie, ça coûte très cher. On le voit bien pour le moment, le confinement a coûté quelques pourcentages de PIB. Mais avant ça, on a des signes cliniques chez l'humain, on a des signes d'exposition, on a des signes cliniques chez l'animal, et on a de l'exposition chez l'animal. Donc toute cette chaîne d'exposition et de signes cliniques, elle pourrait être détectée s'il y avait une meilleure coopération, certainement, entre les vétérinaires et les médecins. Vous voyez l'échelle de temps quand même, 10-20 ans. Ça nous laisse le temps de s'organiser.
Bon, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a ce bout-là dont tout le monde se fout complètement. C'est-à-dire que quand on a dit, et ça, moi, je n'en peux plus du discours qu'on tient à l'OMS, qu'on tient à chaque conférence, souvent inaugurale, en tout cas dans le domaine échinococose, on nous dit, oui, One Health, que les vétérinaires travaillent avec les médecins. Oui, il faut que les vétérinaires travaillent avec les médecins, mais on ne comprend rien au système si on ne travaille pas avec les écologues, et notamment les dynamiciens des populations, si on ne comprend pas le système qui est en amont, qui amène à l'animal domestique. Et là, il faudra bien un jour que dans le One Health, les trois parties soient également représentées et sollicitées et que les crédits soient affectés certainement d'une manière beaucoup plus équilibrée. Alors, je me répète un petit peu, mais c'est pour que les choses soient claires pour tout le monde. Hein. Si on est très en amont, on peut identifier les risques, les prévenir. Ça passe par du partenariat, de l'écologie, de la cartographie, des études de vulnérabilité. On peut se donner le temps d'identifier les premières émergences puis agir tout de suite. Très certainement, si on avait été prêt pour dépister, isoler, ce qui n'a pas pu être fait dans le cas du coronavirus, en tout cas chez nous, on aurait certainement évité la phase suivante. Et puis la phase suivante, c'est quoi? C'est l'épidémie, c'est le sauve qui peut, la médecine d'urgence. Et Dieu sait si on en a souffert, et on en souffre encore, pas des effets de la médecine d'urgence. Je pense que c'est plutôt les hôpitaux qui ont souffert. Hein. Dans ce cas-là, on s'entend bien. Hein. Et puis les politiques aériennes qui consistent à dire que les masques ne servent à rien, etc. etc. Bon, on peut choisir de se situer tout le temps dans cette partie de la cinétique. Alors, il y a aussi quelque chose que je n'oserais pas montrer si je n'avais pas la bénédiction de Didier Beaupanguet, qui est mon collègue de Kinshasa, avec qui on a essayé de mettre en place un master d'écologie des maladies infectieuses, qui m'a fait remarquer, mais je n'arrivais pas à le croire, parce que tellement j'étais en quelque sorte endoctriné d'une certaine manière, sur le fait que la diminution de la tuberculose en Angleterre, notamment, et au Pays de Galles, s'est faite depuis le milieu du 19e siècle, pratiquement jusqu'aux années 60. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le positionnement de la découverte du bacille. Donc, la tuberculose diminuait déjà. Les antibiotiques, beaucoup plus tard, regardez, on n'était plus qu'à 1000 morts, alors qu'on était à 4000 avant. Le vaccin est arrivé plus tard et qui a donné une bonne estocade. Hein, on le voit bien ici, ça a tout tombé. Mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que de 1840 à 1940, on va dire, on n'avait pas les instruments qu'on a maintenant, antibiotiques et vaccins, et pour autant, on était capable d'avoir une politique de santé publique et de travailler sur l'environnement qui freinait la transmission, puisque quelque part, on avait un bon succès. Alors on va se dire, ouais, c'est la tuberculose, c'était 19e siècle, c'est la révolution industrielle, on voit bien, misère des ouvriers, etc. Ben, c'était ça aussi, hein. Mais c'est vrai aussi pour la coqueluche. Regardez un petit peu le nombre de décès coqueluches au cours du temps, là c'est en France, l'arrivée de la vaccination et l'arrivée du tétracoque. Attention, je ne dis pas que les vaccins sont inutiles, ils donnent des coups d'estocade qui sont précieux, hein, et ça empêche le redémarrage, mais je veux dire, il y a eu des actions qui ont eu lieu bien avant. La rougeole, pas mal aussi. Hein. On voit la vaccination qui arrive ici, hein, tout au bout. Bon. Et ça veut dire aussi que la santé publique, la compréhension de l'écologie des maladies et des applications qu'on peut en faire en santé publique, ça vaut le coup. Et que la technologie ne peut pas, dans ce cas-là, n'est pas arrivé en quelque sorte à nous faire passer de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est cet exemple-là, alors que je n'aime pas montrer, mais je le montre parce que c'est mes amis africains qui le montrent. Mais croyez bien, parce que montrer ça, c'est pas du tout de l'apologie du colonialisme, on est bien d'accord. Hein. C'était une abomination, ok, le colonialisme. Bon, donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Bon. Maintenant, les faits sont là. Je veux dire, la sleeping sickness, c'est la maladie du sommeil. On voit dans les années où peu de médicaments existaient ou pas de médicaments existaient, une diminution de la maladie du sommeil en Afrique jusqu'aux indépendances. Et au moment des indépendances, c'est-à-dire un moment où la médecine n'a jamais été aussi performante, n'a jamais mis autant de médicaments pertinents sur le marché, et n'a jamais eu autant le pouvoir financier de les appliquer, OMS, etc., etc., eh bien, on voit que ça revient. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ça nous apprend surtout qu'avec peu de moyens, mais une infrastructure administrée, on peut arriver à bout des maladies, une maladie en tout cas comme la maladie du sommeil, mais que la désorganisation d'un système de santé due aux post-indépendance, à la corruption, aux États faillis qu'on
connaît dans pas mal d'endroits dans le monde, et notamment en Afrique, eh ben, amène à ce que la technologie ne puisse rien faire. Et malgré toutes les campagnes qu'il y a eu d'éradication de la sleeping sickness, eh bien, dans les années 92, on était encore en récurrence de l'épidémie. Bon, là aussi, je pense que Didier Bonpangué, qui fera sa conférence, je crois, en octobre, vous en parlera avec beaucoup plus de profondeur et peut-être même beaucoup plus durement que je ne pourrais le faire. Alors, quelle leçon tirer de ça? Je dois aller vite à la conclusion maintenant. Hein. Dans les études médicales, on a cette vision-là, pathogène, infection, maladie, et on intervient là-dessus. La réalité, elle est là. C'est qu'en fin de compte, cette chaîne, qui est une chaîne réelle hein, dans ce cas-là, en fait, elle s'inscrit dans un contexte systémique, et que ce contexte systémique, il va loin, c'est-à-dire il va très loin, puisque vous avez vu que dans les exemples précédents, on voyait qu'on allait pratiquement jusqu'à de la sociologie et de l'évolution des conditions environnementales, sociales, politiques des sociétés dans lesquelles la maladie se propageait. Donc, ce qui fait que cette espèce d'environnement qui est autour du pathogène, de l'infection et de la maladie, ben, il fait appel à des disciplines qui sont extrêmement variées et qu'on ne peut que difficilement réunir. Et là aussi, laissez-moi parler ma colère un petit peu, parce que toute cette épidémie, cette pandémie me met en colère, c'est que quand on nous parle de multidisciplinarité, toute ma carrière, on m'a seriné les oreilles avec la multidisciplinarité. Qui la finance en tant que pluridisciplinarité? Ah oui, on veut bien financer les moyens discipline par discipline, mais ça ne fait pas de la pluridisciplinarité. Donc, quelque part, les études pluridisciplinaires, et réellement qu'ils le sont dès le départ, elles sont virtuellement absentes du paysage scientifique. Alors, on a des concepts, ceux qui nous sont issus du rapport Brundtland, où on voit la nature, la société, l'économie qui se marient harmonieusement pour faire du développement durable. Mais dans ce système-là, on voit bien que les sphères, nature, société, économie, elles sont dilatables un peu indépendamment les uns des autres. Et que la réalité, pour le moment, elle est là. C'est-à-dire l'économie qui contraint le social, qui contraint la biosphère. Bon. Mais que quelque part, si on veut s'en sortir, j'espère vous avoir convaincu, c'est qu'il faut quand même prendre conscience des limites de la biosphère pour bâtir une société et derrière trouver une ou des économies qui permettent à ces sociétés de fonctionner. Donc, comme on dit, ma proposition, mais qui mérite débat, hein, bien entendu, mais je me battrai sur ce débat, c'est que quelque part, il faut inverser nos priorités. Et que même la conception qu'on a du tripode, hein, au-dessus on met la gouvernance de ce tripode parce que ça fait bien, elle est encore beaucoup trop élastique par rapport aux contraintes environnementales qu'on est en train de prendre. Et dans la logique aussi des gens avec qui je travaille souvent, il y a d'abord la santé, si possible humaine, puis la santé vétérinaire, puis les écosystèmes. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bon, et les différentes crises qu'on traverse pour le moment le montrent autant de fois que vous le voulez. Alors pour finir sur une note non pas optimiste, mais pour dire aussi que quand on veut, on peut, j'aurais plein d'exemples, mais là je dois conclure. Hein. Regardez ici l'évolution du nombre d'espèces de poissons à Paris. Années 60, années 30. On est passé, années 60, il n'y en avait plus que 3. Dans les années 90, on avait 15 espèces de poissons. En 2013, on en a 32. C'est-à-dire qu'on a pratiquement recouvert la qualité des eaux qui existait au 19e siècle. Vous avez la comparaison ici du taux d'oxygène dans la Seine, de Paris à Rouen. Et vous voyez en bleu ce qu'était l'état de la Seine. Il y avait des mesures déjà à l'époque, à la fin du 19e siècle. Ce qu'elle était devenue dans les années 70, quand il n'y avait pratiquement plus de poissons. Enfin, c'était la cause de ne plus avoir de poissons. Et ce à quoi on l'a ramené en 2010. Elle est presque meilleure que ce qu'elle était, à coup sûr au niveau de Paris d'ailleurs, que ce qu'elle était à la fin du 19e siècle. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand il y a des vrais enjeux, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que c'est énorme quand même. Je veux dire, on a à l'échelle d'un bassin versant complet, hein, et avec des enjeux économiques qui sont colossales. Mais là, on a jugé que c'était important. Donc, on s'est donné les moyens. Autre chose que nous apprend le virus, c'est intéressant quand même, c'est les cartes qui ont été données. Si on compare, par exemple, janvier, que je ne dise pas de bêtises, on est au 1er janvier 2020, je ne dis pas de bêtises, là, c'est ça, à Wuhan, enfin en Chine. Et puis là, on est en février, c'est-à-dire qu'après que les confinements ont été strictement appliqués.
Et ça, ce que vous voyez en rouge, c'est les concentrations en dioxyde d'azote. Autrement dit, un gaz qui est produit par la circulation automobile et l'activité industrielle. Et vous voyez que tout d'un coup, le ciel est pur. Alors, si vous regardez maintenant ce qui se passe à Wuhan, c'est encore tout autant spectaculaire, hein, le 20 janvier, le 28 février, je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr de mes dates là. C'est le 25 après, bon, bref. Ah oui, excusez-moi, en haut c'est en 2019 et en bas c'est en 2020. Hein, donc, même date, mais à des années différentes. Vous voyez tout de suite l'état de la planète. Donc, quand on veut, on peut. Dans ce cas-là, on a su se confiner pour se préserver du virus. Alors, on a bien fait. Je veux dire, on a économisé certainement des dizaines, voire des centaines de milliers de morts pour le moment. Mais ça nous montre aussi que finalement, on va peut-être préserver aussi pas mal de vies en économisant en quelque sorte les morts respiratoires qui sont dues à la pollution. Alors, ça sera ma conclusion. Bon, on n'en peut plus de le dire. Il y a urgence climatique, il faut le dire comment. Bon, il y a la petite Greta Thunberg, c'est un dessin de Coco, j'adore Coco, bon, je l'ai mis. On a un problème démographique à gérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'à 7 milliards, et on se projette sur les 9 milliards, on ne le puisse se faire impunément avec des écosystèmes qui soient en bon état, avec le nombre d'espèces qui sont le nombre d'espèces actuelles. Ça veut dire qu'il faut qu'on gère ce problème-là, et c'est tout aussi prioritaire que l'urgence climatique. Pourquoi ? Parce que quand une espèce disparaît, vous ne pouvez pas la recréer. Si vous émettez du CO2, à terme de 500 ans, on peut le réabsorber. Pas de souci. Mais une espèce qui disparaît, vous ne la recréerez pas. Donc, toute perte de biodiversité est une perte sèche qu'on ne reconstruira pas. Alors, que dire enfin? Ben voilà, vous avez la conclusion de la conclusion. Pour moi, et ça c'est des propositions, le principe de précaution est important. L'incertitude n'excuse pas l'inaction. J'adore cette logique Shadok. Hein. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. C'est un peu ce qu'on a fait avec le coronavirus, on n'a pas pompé. Hein. Il faut diminuer l'incertitude, observatoire, expérience, études empiriques, lutter contre les fake news et les fausses sciences. C'est quelque chose qui est maintenant prioritaire parce que les fausses sciences et les fake news démobilisent les opinions. Il faut changer de paradigme, notamment la notion de croissance économique. Alors j'attends beaucoup de la contribution dans ces débats des économistes. La croissance démographique qui est un peu le point aveugle de tous nos débats. Comment faire? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on abaisse la démographie humaine dans l'année qui vient, mais des objectifs à 500 ans, ça serait raisonnable. Agir sur toutes les pressions, hein, les gens qui vous disent ouais, il n'y a qu'à Faucon ce paramètre-là et ça va se régler. Non, c'est du multiparamétré, c'est du multifactoriel tout le temps. Donc on est obligé de jouer sur plusieurs pressions à la fois et sur plusieurs échelles d'espace et de temps à la fois. Et ça, c'est très compliqué, on ne sait pas bien faire. Priorité du long terme sur le court terme, c'est important de le rappeler parce que la priorité du court terme efface en quelque sorte le long terme, notamment chez les politiques, et notamment, je n'accable pas les politiques en disant ça, je veux dire par là que la pression du social sur le politique est une pression du court terme. Et on l'a bien vu encore dans la demande, elle est sur le court terme. Les slogans des Gilets jaunes, je ne blâme pas les Gilets jaunes en disant ça, mais c'était assez impressionnant de voir que finalement le slogan qu'on trouvait intelligent, et ce n'était pas forcément ce qu'ils pensaient d'ailleurs, c'était de dire je préfère la fin du mois à la fin du monde. Alors c'est une belle formule, hein, et en plus quand on discute avec les gens, on voit bien que ce n'est pas exactement ce qu'ils pensaient. Ils voulaient aussi ne pas arriver à la fin du monde. Mais à un moment donné, ces formules-là qui font choc sont des formules dangereuses, hein, surtout vis-à-vis du politique. Et quelque part, des efforts sont, à mon avis, indispensables. Ça ne va pas venir tout seul, tout ça. Et ces efforts-là ne peuvent être consentis que s'il y a du vivre ensemble. Ça veut dire solidarité et justice sociale. Ou alors, on peut imaginer le monde des dystopies, hein, où on aura des sociétés très égalitaires avec des riches très riches et des pauvres très pauvres. Ça peut marcher aussi, finalement. Hein, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de souhaitable. Voilà. Alors, ça sera ma conclusion. Hein. Voilà, c'est ça. Je vous remercie de m'avoir laissé parler, mais vous étiez obligé à cause des micros. Bon, et maintenant, j'espère que les débats, mais non, lapsus significatif d'ailleurs, que les débats pourront s'ouvrir et que chacun pourra contribuer de ses propres réflexions. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Alors, j'ai ouvert le groupe de chat où vous pouvez dire si vous voulez poser une question. Je vais vous rétablir le micro les uns après les autres dans l'ordre qui apparaît dans le chat.
Donc voilà, j'ai une première question. J'ouvre le Godefroy. Là. Voilà. Oui, Godefroy. merci. Je ne sais pas si Patrick me comprend. Merci Patrick pour ton séminaire. Vous me comprenez, j'espère? Très bien. Mais vous êtes où? Je suis à Mirebeau-sur-Bèze, mais je suis de Ah, l'Université de Bourgogne. Je suis en deuxième année de thèse en philosophie. d'accord. C'est par curiosité que j'ai pris l'inscription et on dit penser la pandémie m'intéressait beaucoup. Je me disais, c'est l'actualité, on devait plus penser donc le coronavirus qui terrasse le monde actuellement. On a donné plus la genèse de la pandémie, c'est bien aussi. Alors, j'ai trois petites questions. D'abord, j'ai été intrigué par le mot de passe pangolin 25. Est-ce que cela est dû par le choix, par ce qu'on a appris l'opinion publique, la doxa, que coronavirus a pour origine aussi les pangolins? Si vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, si c'est vrai ou faux. De deux, il y a un problème démographique à gérer. Et vous venez de conclure par là, j'ai compris, et vous avez suivi avec moi une séquence sur la LCI, donc le 1er avril, hein, et un médecin qui avait proposé justement, parce qu'il y a des problèmes de démographie et qu'on devait, nous savons tous maintenant avec les vaccins, qu'il y a aussi, on veut diminuer tout simplement l'ascension démographique, il fallait commencer l'essai en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous donnerez aussi comme position et pourquoi. Et pour finir, troisième question, et pour finir, c'est la peur de la redondance. Il y a la fin du déconfinement, du confinement. La redondance, vous avez parlé, et je comprends ça comme une nouvelle vague. Qu'est-ce qu'on propose à part les mesures barrières d'hygiène? Est-ce que on peut encore, puisque nous allons réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette redondance? Et puis, qu'est-ce que vous pensez des côtés positifs de ces mauvais vents qui viennent de souffler? Peut-être j'ai beaucoup parlé. Dans mon pays, il y a par exemple l'habitude, on ne va plus pleurer les morts, donc après la mort, directement au cimetière. Ça, c'est un point positif. Est-ce que vous n'allez pas proposer qu'on puisse désormais garder certaines habitudes définitivement pour éviter la redondance ou la peur qui habite encore les gens quand bien même il y a eu le déconfinement? Merci, je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein. Parfaitement. J'ai pris des notes justement pour être sûr de ne rien oublier. Est-ce indiscret de vous demander votre pays? Moi, je suis du Congo, Kinshasa, comme votre Ah ouais, collaborateur là, mais je suis dans philosophie, je ne suis pas biologiste. d'accord. Bon, bah oui, oui, bah, oui. Enfin, bah, c'est notre point, c'est notre base arrière, le Congo-Kinshasa, justement, avec Oui, oui. le master. OK. Bon, alors, le pangolin, bah oui, c'est un clin d'œil philosophique d'Arnaud. C'est juste pour s'amuser qu'on l'a mis le pangolin 25. Et j'en étais totalement d'accord. C'est un clin d'œil. Hein. Ça ne va pas au-delà. 25 pour le doux. Hein? Et 25 pour nous, bien entendu. Oh non, en fait, moi, j'avais appris qu'il y a eu la doxa, les gens qui disaient comme ça, une opinion publique que le coronavirus avait aussi comme origine des pangolins. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les premières découvertes qui ont été faites à ce propos-là ont montré que le corona actuel avait un génome qui se rapprochait des coronas qu'on trouvait chez les pangolins et aussi chez les chauves-souris. D'où l'hypothèse qui est arrivée que c'était le trafic de pangolins qui, à Wuhan, aurait amené le coronavirus à proximité de l'homme. Mais il n'y a rien de prouvé encore à ce niveau-là. C'est juste comment dire, des analogies ou des approximations, mais on n'est pas dans le domaine de la preuve. Hein. OK. Alors, la démographie, bah oui, bah, ce qui a été dit à propos des essais vaccinaux en Afrique, c'est un scandale pur. Bon, ça paraît évident. Quand je parle de maîtrise démographique, moi, je parle d'objectifs à 500 ans. Je ne parle pas tout de suite. On sait bien que c'est très difficile de manier ce concept-là, mais on sait aussi que si les projections démographiques actuelles nous amènent à 17 milliards, ce qui est un des scénarios les plus pessimistes, on sera dans un enfer parce que les ressources seront insuffisantes
Et derrière, on aura des guerres qu'on commence déjà à voir. D'ailleurs, il faut bon, toutes les zones où l'eau est rare en général sont des zones à conflit. Les zones où il y a du pétrole, c'est des zones à conflit. Bon, je ne veux pas parler du Kivu que vous connaissez bien, mais c'est pas pour le plaisir que les gens se battent là-bas aussi, etc., etc. Donc la dystopie qu'on imagine, elle est déjà là. Mais à 17 milliards, je ne vous cause pas. Donc la question, c'est comment, enfin, à quel niveau de vie doit-on se fixer comme objectif individuel, s'entend, hein, et à combien? Mais de là, je n'ai pas dit par là qu'il fallait passer rapidement d'un état à un autre, parce que là aussi, comment dire, je serais profondément choqué si on adoptait des méthodes qui ne sont pas des méthodes humanistes. Enfin, ça me paraît évident, hein. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je n'ai pas vraiment la solution, mais ne pas poser le problème, c'est encore pire, je veux dire. Bon. Okay. Alors, les nouvelles vagues, comment s'en prémunir? Ben là, c'est très difficile parce que de s'en prémunir, si la distanciation sociale, ce qu'on appelle la distanciation sociale, n'est pas respectée. Très clairement, il y a une très belle étude qui est parue de l'Institut Pasteur qui montre qu'au jour d'aujourd'hui, en France, il y a peut-être de 5, 10%, grand maximum 10%, plutôt 5%, 4% des personnes qui ont été exposées, infectées et sont maintenant possiblement immunisées. Bon. Pour empêcher la circulation du virus, il faudrait qu'il y en ait 60 à 70%. Donc ça veut dire que la population est encore tout à fait naïve par rapport au virus. Ça veut dire que si on réduit le confinement, enfin, dans ce cas-là, on ne peut plus l'appeler confinement, mais si on réduit la distanciation sociale, si on ne met pas les masques, etc., eh bien, on aura une deuxième vague. Et ces vagues se répéteront jusqu'à ce qu'on atteigne ces 60-70% qui sont critiques pour le virus et qui ne permettent plus de passer d'un individu à l'autre de façon efficace. C'est mon histoire de petit poisson, si vous voulez, que j'avais schématisé. Hein. Donc voilà. Ok, merci. Très bien. Merci. Je vais passer le deuxième inscrit. C'était Daniel. Alors, je viens de remarquer que Pierre, lui, il a réussi à lever la main en levant une petite main bleue. Je ne sais pas exactement comment on fait ça, mais si vous arrivez à faire ça, c'est très bien aussi. Sinon, dans le chat, je vous vois. Je donne la parole à Daniel. Oui, bonjour à tous. Merci Patrick. J'avais une question. Tu n'as pas parlé du rôle des parasites parce que tu n'as pas eu le temps, mais du rôle des parasites en écologie, c'est-à-dire un animal peut être mangé par un plus gros que lui, et puis dans la nature, on s'aperçoit aussi que le plus petit en taille peut agir et qu'il a souvent des rôles il a différents rôles que tu connais mieux que moi. En écologie microbienne, il y a un concept qui a été développé. Tu as parlé des micro-organismes qui vont très très vite. Et on s'est aperçu que dans les lacs, il y avait un mécanisme qui s'appelle le kill the winner, qui est un mécanisme de maintien de la biodiversité. C'est-à-dire que quand une espèce prend trop de place parce qu'elle l'emporte sur les autres, pour des raisons peut-être parce qu'il y a plus de densité de cette espèce-là, les bactériophages, les virus, vont en quelque sorte quasiment éliminer cette espèce qui avait pris le dessus sur les autres. Et ça va laisser la place en fait au développement de nouvelles espèces. Et en écologie microbienne, on parle d'assurance biodiversité. C'est-à-dire, c'est comme si les écosystèmes, en tout cas chez les microbes, avaient cette capacité, en quelque sorte, d'empêcher que quelqu'un prenne trop le pouvoir. Et je voulais avoir un peu ton idée là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on a trop pris le pouvoir et est-ce qu'on est dans un dispositif de kill the winner avec la nature qui est en train d'essayer de reprendre ses droits parce qu'on est en train de dominer le système. J'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est génial. Il faut que tu nous fasses une conférence là-dessus. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Bruno Latour, qui lui parle de la puissance d'agir de l'écosystème d'une certaine manière, qui quelque part se défendrait. Alors c'est une vision très anthropocentrique, j'aime pas beaucoup, mais quelque part il y a un fond de vérité. Alors est-ce que nous est-ce qu'il y a un mécanisme qui serait extérieur, qui serait responsable de ça? Je pense pas que ça soit très organisé. Je pense que c'est simplement très logique. À partir du moment où tu as une espèce qui est en grand nombre, l'écosystème se simplifie et la première espèce qui en sera la victime, c'est justement celle-là.
Il n'y a pas forcément de système organisationnel particulier à évoquer pour ça, si, selon Non, toi? en tout cas, chez les bactéries, c'est pas un système organisationnel, c'est simplement que, comme le modèle de diffusion des virus, il est lié à la densité de l'hôte, Voilà. simplement si tu augmentes, et donc ça marche très très bien dans les modèles mathématiques, mais du point de vue en quelque sorte philosophique, les écologistes microbiens disent que c'est un mécanisme naturel qui n'est pas organisé forcément, mais en tout cas qui est un mécanisme naturel d'élimination de l'espèce qui domine, en tout Oui, cas de sa totalement. Hein. réduction très très forte. Totalement. Et quelque part, sans qu'on en connaisse les mécanismes, c'est une question qu'on se pose, c'est-à-dire jusqu'à quel point la densité humaine, à un moment, ne favorise pas sa propre élimination, simplement par Non, mais ça, régulation. je veux dire, là, je pense que c'est un fait qui est quasi avéré. Si tu regardes la fréquence des épidémies, des pandémies notamment, la fréquence des épidémies et la fréquence des pandémies, elle est totalement corrélée à la densité humaine et aux moyens de transport. C'est-à-dire que 19e siècle, une pandémie tous les 30-50 ans, 20e siècle, tous les 15-20 ans, et maintenant, on est sur un rythme qui est d'à peu près tous les 5 ans. Alors bien sûr, avec des virulences qui sont très différentes d'une pandémie à l'autre, pour le moment, on est plutôt dans le sympa, même si le coronavirus, le dernier, là, il est quand même pas si sympa que ça, mais c'est difficile parce qu'on ne connaît pas bien le dénominateur, hein, pour d'estimer la mortalité qui existe. Hein. Dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, donc du coup, on ne peut pas compter, le compte est faux, on compte ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui sont détectés par un système de santé quelconque, parfois même, ils ne sont pas forcément confirmés par des PCR. Et puis, il y a tous les asymptomatiques qui guérissent spontanément, qui ne savent même pas qu'ils ont eu le coronavirus. Donc, du coup, on ne peut pas rapporter, on ne peut pas calculer la mortalité pour le moment sérieusement du coronavirus, quoi, hein. Mais bon, quand on voit Ebola, par exemple, tiens, monsieur Godefroy là, dit là, lui, il est à 30-40%, 90% selon les souches de mortalité. Là, ça fait du mal. Hein. Et c'est effectivement dans des contacts où il y a des densités de population locales qui sont importantes. Mais locales, hein, c'est des villages. Là. Très bien. Alors, je donne la parole à Michel Magny. Donc, j'aurais aimé revenir sur les aspects démographiques. Hein. Donc, pour redonner quelques précisions, effectivement, à la fin du Paléolithique supérieur, vers moins 15 000, l'humanité comptait approximativement 6 millions d'individus. Le grand changement qu'on voit très peu habituellement sur les courbes démographiques, comme celle que tu as montrée, mais qui est extrêmement important, c'est ce qui se passe à partir du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme va passer à l'agriculture et à l'élevage, et donc avoir aussi un comportement plus agressif encore par rapport à l'environnement où il se trouve plongé. Donc là, on voit que la population se met à augmenter relativement rapidement. Au tournant de l'ère, on a à peu près 200 millions d'habitants. Voilà. Et puis effectivement, avec la période moderne, là, on rejoint cette courbe que tu as montrée avec une augmentation très, très rapide. Alors, tu faisais allusion au fait d'une sorte de projet à envisager à l'échelle de 5 siècles. Bon, je crois que c'est assez difficile. Hein. On s'aperçoit que les prévisions de l'ONU, telles qu'elles sont proposées aujourd'hui, fixent surtout un horizon plus ou moins plausible, assez probable pour 2050, avec une augmentation là, de 25% encore de la population par rapport à l'actuelle. C'est-à-dire que là, on avoisinerait, à l'horizon 2050, on avoisinerait les 10 milliards d'habitants. Et puis après, donc plus on s'éloigne d'aujourd'hui, plus naturellement les prévisions que l'on peut faire deviennent hypothétiques. Donc, par contre, je crois que dans les prévisions qui sont faites, la population pourrait déjà commencer à baisser de sa propre, à partir du moment où la transition démographique serait réalisée complètement, notamment en Afrique.
on pourrait voir la population mondiale diminuer à partir de 2050. Sinon, l'hypothèse haute, c'est celle que tu as indiquée, avec 16 à 17 milliards d'humains à l'horizon 2100, et ensuite seulement une baisse qui pourrait s'amorcer de la population. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est important de préciser quand on parle de population, parce que, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces réflexions sur la population? C'est le souvenir de Malthus. Bon, déjà, le fait que Malthus s'est trompé sur l'épuisement, l'incapacité que l'on aurait à nourrir une population qui deviendrait de plus en plus nombreuse. Bon, déjà, il s'est trompé là-dessus, mais surtout, je pense que le mauvais souvenir qu'il a laissé, c'est le doigt pointé qu'il avait sur la population pauvre, qui d'après lui était responsable d'une augmentation trop forte de la population, parce que les pauvres, c'était aussi ceux qui faisaient le plus d'enfants. Et donc, il accroissait encore la misère dans la population humaine. Donc, ce qu'il proposait, dans un point de vue très libéral, hein, sur le plan économique, c'était de surtout pas apporter d'aide aux miséreux de façon à ce qu'ils ne procréent pas davantage. Voilà. Donc, on voit bien que quand on touche les problèmes démographiques, quand on pense à la pensée de Malthus, bon, je pense qu'il faut aussitôt ajouter d'autres éléments de réflexion. En particulier, je pense que les pays où l'augmentation de la population va se faire de plus en plus fortement dans les décennies qui viennent, c'est en particulier le continent africain, parce qu'il n'a pas terminé sa transition démographique. Et que, en fait, qu'est-ce que ça met en lumière? Ça met en lumière la fracture économique à l'intérieur de la communauté humaine à l'échelle de la planète. Et aussi, un élément extrêmement important, un des leviers extrêmement importants pour jouer sur la démographie, c'est l'éducation des filles. Donc, il y a à la fois cette question de niveau économique, hein, de fracture de niveau de vie à l'échelle de la planète, mais il y a aussi une autre fracture qui passe à l'intérieur de la communauté humaine, c'est celle des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément à tout de suite mettre en évidence quand on parle de ces problèmes démographiques. Un autre élément aussi que tu as bien mis en valeur, c'est la place que prennent les humains sur la planète. Quand on regarde ces histoires de biomasse, hein, par rapport aux mammifères terrestres, on voit qu'il n'y a plus que 4% de la biomasse totale des mammifères qui est dévolue aux sauvages. Et j'aime bien le terme qu'a proposé Serge Morand à ce propos. Lui, il dit qu'au lieu de l'anthropocène, on devrait parler du bovidocène, parce que la biomasse la plus importante, c'est celle constituée par les bovidés, hein, donc les troupeaux qui sont élevés par les humains pour l'alimentation carnée. Voilà. Et donc, un autre élément que l'on pourrait verser à ce dossier aussi, c'est celui de l'appropriation des surfaces émergées, hein, des surfaces terrestres émergées par les humains. Aujourd'hui, on est à plus de 50% des surfaces terrestres libres de glace directement occupées par les humains, soit par les zones urbaines, soit pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Mais si on ajoute un certain nombre d'autres facteurs ou critères au choix, hein, pas seulement une addition de ces facteurs, mais si on prend un des critères suivants au choix, c'est-à-dire la présence d'un habitant au kilomètre carré, la présence d'un bâtiment construit par l'homme, la présence d'une lumière nocturne, ou alors la proximité à moins de 15 km d'une route, d'une voie ferrée, d'une voie navigable, etc., eh bien, c'est plus de 80% des surfaces terrestres qui sont impactées par les humains. Donc, c'est dire que, en fait, l'homme, par son nombre,
est en train et puis par le type d'économie qu'il développe, il est en train de s'accaparer l'essentiel des écosystèmes terrestres. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Michel, dans le constat démographique que tu l'as exposé, je le partage totalement. Hein. Il y a une composante qu'il faut quand même aussi ajouter maintenant, c'est le type de vie, ce que tu appelles l'économie, mais c'est quand même un choix à un moment donné, le type de vie que les sociétés vont vouloir revendiquer ou pas. Je m'explique. D'un point de vue écologique, il y a une mesure qui est assez intéressante, celle de ce qu'on appelle l'empreinte écologique des sociétés. Bon, en gros, ça se résume de la manière suivante. Vous avez sûrement entendu parler du jour de dépassement, hein, qui est début août. C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, pour la planète, à partir du mois d'août, on est déjà en train de consommer des ressources qui ne seront pas renouvelables, en tout cas qui ne peuvent pas être renouvelables. On peut le formuler autrement. Par exemple, pour la France, il faudrait 3 planètes pour satisfaire aux besoins des hommes si tout le monde vivait comme des Français. Bon, si on vivait tous comme des Américains, ça serait 5 planètes, ou des Australiens. Hein. Si on vivait comme des Indiens, c'est 0,6 planètes. Alors vous allez me dire, wow, les Indiens, super, ils sont en deçà. Oui, mais attendez, si on regarde maintenant à l'intérieur de l'Inde, quelqu'un qui habite Bombay, il est comme un Américain ou comme un Français. Donc, par contre, vous avez énormément de gens, très nombreux, qui sont dans une misère noire, et effectivement qui ont une empreinte écologique faible à ce niveau-là. Alors ça pose la question suivante, c'est que les projections démographiques, quand on les fait à 7 milliards, puis ça va redescendre, etc., ça ne nous dit pas quelle vie ces gens-là vont revendiquer. Et il y a plusieurs types de mondes qu'on peut imaginer. Alors le monde dont je rêve, moi, c'est un monde qui serait écologiquement soutenable, donc avec une humanité beaucoup moins nombreuse, 3 milliards, mais avec chacun un niveau de vie élevé, tout le monde, et un partage équitable des richesses, avec bien sûr le souci de la renouvelabilité des richesses partagées, de ressources renouvelables. Mais on peut imaginer autre chose, c'est la confiscation de ces ressources par 10% de la population, c'est un peu ce qui se passe pour le moment, hein, qui aura un niveau de vie élevé, et puis comme dans les films dystopiques qu'on voit régulièrement, on aura à côté de ça des zones de misère où ça sera Mad Max, ou pratiquement. Dans les deux cas, c'est viable. Oui, et... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une latitude qui n'est pas simplement le calcul démographique tel que le pratiquait Malthus ou les démographes actuels qui nous disent bah oui, moi ma projection elle va sur 15 milliards ou bien à partir de 2050 on va diminuer, etc. Mais on va diminuer pourquoi? Est-ce qu'on va diminuer parce qu'on aura choisi de diminuer ou parce que des épidémies nous feront diminuer? C'est pas la même chose quand même. Donc ça, c'est une question qui reste en suspens et que je ne vois pas traiter, moi, pour le moment. Vous avez encore 5 questions. Je voulais juste... Oula, alors j'arrête. Pour les 12 minutes. Désolé. Donc, si on veut donner la chance à tout le monde de poser une question, il faut peut-être garder les questions et les réponses. Okay. Excusez-moi, Michel. Alors, je donne la question, la parole à Pierre Ancet, qui ne doit pas être loin avec sa main levée. Le voilà. Pierre, c'est à toi. Est-ce que je l'ai bien? Je vais bien donner la parole. Il me semble. Ah non, alors, unmute. Voilà. Voilà, là, je peux rétablir le son parce que tu avais coupé le son des participants, Arnaud. Voilà. Alors, je voulais d'abord remercier notre collègue pour l'exposé qui était vraiment remarquable et synthétique en 45 minutes. C'était très impressionnant. J'ai trouvé ça vraiment très éclairant. Il y avait un aspect dont on a assez peu parlé, mais qui rejoint la question précédente, qui est celui de la consommation carnée, puisqu'il y a des choses qu'on peut faire quand même assez rapidement. Limiter le nombre d'humains sur Terre, c'est difficile, mais limiter le parc de bovins sur Terre, c'est quand même quelque chose qui est plus à notre portée, semble-t-il, et on en a assez peu parlé dans cet exposé. Sachant évidemment qu'il faudrait s'opposer à certains aspects culturels, mais les aspects culturels peuvent changer, et les sciences humaines le montrent bien, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je vous renvoie par exemple au livre de Claude Fischler, L'omnivore, avec un H, qui montre comment culturellement, tout ce qui est assimilable par l'organisme n'est pas acceptable, mangeable culturellement, mais qu'on peut aussi faire évoluer notre façon de consommer, de considérer ce qui est appréciable.
ce qui est même goûteux. Et on voit ici, d'après l'exposé qui nous a été fait, comment les préoccupations, par exemple, de Peter Singer concernant la défense des animaux et les considérations antispécistes non centrées sur notre propre espèce rejoignent finalement des préoccupations très anthropocentrées, puisque en réduisant la consommation de viande, on sauvegarde aussi, d'une certaine manière, l'humanité. Voilà, c'est quelques éléments pour rejoindre ce qui était dit précédemment. Bien. Ben, oui, on ne peut qu'être d'accord avec cette remarque. Ce que j'ajouterais quand même, c'est que souvent dans les conférences grand public, quand je peux en donner, j'ai des gens qui pensent que, par exemple, la limitation de la consommation de viande va tout solutionner. Non, c'est une partie de la solution. C'est-à-dire qu'à nouveau, ça fait partie de la panoplie qui sera nécessaire de mettre en œuvre, mais ça en fait partie, ce n'est pas la totalité, quoi. Donc là aussi, le multifactoriel est quelque chose de nécessaire à considérer. Voilà. Alors là, je vais donner la parole. Je sais que Dominique Vuitton avait une question. Elle me dit que sa connexion n'est pas bonne. Elle nous l'a donnée par écrit, mais je lui donne la parole au cas où elle peut. Alors, je la trouve dans la liste pour lui donner la parole. Dominique, elle est là. Je tente. Non. Voilà. Oui, alors je suis peut-être pas connectée pour bien longtemps. Patrick, à juste titre, hein, tu parles de priorité du long terme sur le court terme. Et on ne peut qu'être d'accord avec toi. Et avec tout ce qui se passe actuellement et les réactions des différents types de pays et types de systèmes politiques et de gouvernement, une de mes questions est à propos du fonctionnement démocratique. Est-ce que finalement, pour des objectifs comme ceux-là, la démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement, c'est-à-dire avec des élections sans arrêt et où les gens ne s'occupent que du court terme et surtout d'être réélus, on peut être en phase avec des objectifs sur un aussi long terme, même que déjà on ne peut pas faire du moyen terme. Bon, j'imagine que tu attends une réponse par rapport à ça. Tu sais ce que j'en pense. Bien sûr que le problème, on est face à un dilemme que là, j'aimerais bien qu'un politologue nous aide à solutionner. On sait que l'efficacité des dictatures peut être très grande. On voit la Chine pour le moment. Mais en même temps, je ne souhaite pas vivre dans une dictature. Donc, je ne sais pas comment solutionner ce problème-là, mais il est réel. C'est que quelque part, les politiques qu'on accuse de tous les maux ne font souvent que répondre à une demande sociétale. Et une demande sociétale sur le court terme. Le jour où on aura une demande sociétale sur le long terme, les politiques changeront certainement leur manière de travailler. Le problème, c'est qu'on est coincé entre l'urgence environnementale qui est réelle et le pari éducatif qui, lui, est forcément long. Et là, il y a un décrochage entre les deux temps qui est manifeste. Merci. J'avais dû recouper le micro de Dominique à cause d'une réverbération. Il y avait une réverbération forte du son. J'espère que Patrick a bien répondu à la question. Il nous reste encore 3 questions dans 5 minutes. Je donne du coup la parole à Mélodie. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je tiens d'abord à remercier Patrick Giroudou pour cette présentation. Et ma question elle semble aller plutôt dans le sens de médical, mais quand même, c'est la présentation de l'organisme humain comme un système symbiote avec virus et bactéries qui, justement, doivent vivre en équilibre qui m'a fait penser à cela. Est-ce qu'il y a une idée sur l'évolution de la biodiversité, enfin, peut-être pas de biodiversité, mais de la diversité des microbes dans cet organisme avec le temps chez les individus? Est-ce qu'on sait si la diversité de ces microbes qui seraient nécessaires à cet équilibre, eh ben, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a diminué également comme sur la planète? Ou encore, est-ce que si elle a diminué, est-ce que ce serait un risque aussi de fragiliser cet organisme, ce système pour se défendre contre d'autres espèces?
C'est ça donc ma question. Est-ce qu'on a une idée sur ça? Alors, le microbiote, c'est relativement nouveau. Ça fait seulement une dizaine d'années, j'allais dire, que les gens s'y intéressent. Mais j'ai envie de dire, Didier, au secours, est-ce que tu es là, Didier? OK. Ou bien un autre microbiologiste comme Daniel Gilbert, enfin un microbiologiste, un vrai, quoi. Tu es là, Didier? Non? OK. Il est peut-être déjà parti? Je ne le vois pas, je cherche. Il a été là parce qu'il a laissé des messages. Hein. Mais je ne le vois plus. Écoute, Mélodie, je vais pas te répondre tout de suite. Oui, on se connaît, hein, c'est pour ça que je tutoie. Je ne vais pas te répondre tout de suite parce que je risque de dire des grosses bêtises, mais je sais qu'il y a un questionnement à ce niveau-là, notamment l'effet des antibiotiques qui pourrait exister sur l'appauvrissement de la diversité microbienne. Bon, on le sait, hein, quand on prend des antibiotiques, en général, il faut qu'on reprenne des probiotiques derrière pour pouvoir réarmer l'organisme. Mais il y a aussi des études qui sont faites entre sociétés pour savoir quel est le microbiote, par exemple, d'une société rurale par rapport à une société urbaine, etc. Et des gens dans cette société. Mais j'en connais suffisamment, enfin trop peu pour pouvoir te dire quelque chose de fiable ou d'intéressant. Donc, il y aura une conférence de Didier Hockey, donc ça sera le moment de poser ces questions-là. On y signale dans le chat que et Dominique pourrait répondre, Catherine pourrait répondre, mais voilà. on garde ce sujet pour nos prochaines conférences dédiées au sujet, pour avoir le temps d'entendre les deux questions qui étaient... Ah oui, Catherine, d'accord, ok. Ben oui, je ne l'avais pas vu dans la liste, je ne vois pas tout le monde. Ok, ça marche. Nous avions encore une question de Thierry Brugvin, à qui je donne immédiatement la parole. Alors, là, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Ok. Très bien. Je n'ai pas d'image, mais j'ai le son. Donc oui, j'avais une ou deux remarques et une question. Sur les remarques, effectivement, vous avez souligné tout à l'heure, c'était l'importance de lien entre empreinte écologique et les revenus. Hein, et en gros, si on veut effectivement, je pense que la première action qu'il faudrait faire, c'est si on redistribue les richesses, et surtout si les plus riches consommaient moins, on aurait un impact sur l'environnement beaucoup moins fort, mais lié à l'empreinte carbone et l'empreinte écologique. L'autre élément sur la prospective qui est lié, comment dire, la question qui se posait sur la démographie, si on considère qu'on peut arriver à 11 milliards en 2050, ça c'est possible, c'est les prévisions de l'ONU. Mais le Club de Rome a fait d'autres prévisions, lui en prenant en compte justement les ressources limitées, hein, les ressources non renouvelables qui sont limitées, notamment le pétrole, les métaux et autres. Et dans ses calculs à lui, il arrive plutôt à un moment donné à une diminution autour de la croissance, notamment plus ou moins autour de 2020. Alors, il n'avait pas pris en compte la question sanitaire, mais il avait pris en compte d'autres questions. Hein. Et du coup, on arriverait dans ce cas-là plutôt à 8,5 milliards, voire même beaucoup moins, ça dépend des modèles, en fait, en 2050. Non, du moins à 8,5 milliards en 2050, et après, ça diminuerait jusqu'à beaucoup encore, je ne vais pas donner de chiffres pour ne pas épouvanter, mais en tout cas, ça diminuerait. Ça, c'est les prévisions du Club de Rome. C'est des grands experts, malgré tout, enfin, vous les connaissez. Bien sûr, c'est pas que des sociologues comme moi. Et puis, dernière remarque avant de poser la question, sur la question de la démocratie. La démocratie, en fait, c'est vrai que ce serait sûrement plus efficace, plus rapide de demander à des experts, en l'occurrence au GIEC par exemple, de prendre des décisions. Mais si on demande uniquement, si on remplace en fait la démocratie classique, représentative par des experts, en général, ils vont servir leurs intérêts à eux. En général, c'est pas les plus pauvres. Et donc, on va aboutir au modèle que vous avez décrit, modèle de, enfin, il y a probablement en tout cas, une décroissance pour les plus riches. C'est plutôt M. Manick en a parlé, alors que si c'est plutôt un modèle, si c'est une démocratie qui propose, qui décide, qui a en tout cas la majorité des gens qui prennent la décision, et donc il y a dedans aussi des pauvres, on ira plutôt à un modèle de décroissance, en tout cas si on veut que ce soit soutenable, avec une redistribution des richesses pour justement permettre aux filles d'aller à l'école, etc. Alors ma question c'était par rapport aux relations entre le réchauffement climatique, entre la déforestation et les surfaces agricoles. Aujourd'hui, si la population augmente, il faut augmenter les surfaces agricoles. Et en tout cas, c'est mieux. Mais ça suppose très souvent, du coup, de diminuer la surface forestière, donc de déforester. Alors, ça pose des problèmes sanitaires, mais ça pose aussi des problèmes de climat. Parce que s'il y a moins d'arbres, on réchauffe. Si on se réchauffe, il y a moins d'eau, donc l'agriculture diminue. Enfin, du coup, il y a une sorte de problème un peu insoluble. Est-ce que vous avez une vision plus claire que la mienne là-dessus?
vision claire, je dirais pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, toutes les terres agricoles qui sont cultivables de façon durable sont cultivées. Donc, Ouais. alors, bon, je ne parle pas des marginalités qu'on peut gagner en France sur le fait que, ou en Europe en général d'ailleurs, sur le fait que la forêt a regagné sur les terres agricoles un peu. Donc là, il y a peut-être une marge de terres agricoles, mais qui est nominale. Mais par exemple, dans le tropical, tout ce qui est forêt équatoriale ou tropicale c'est de l'exploitation de la ressource non renouvelable. C'est-à-dire, à Ouais. partir du moment où vous déforestez, d'abord, vous perdez la biodiversité, donc vous vous mettez dans un système à risque, mais en plus, les sols vont être stériles au bout de très peu d'années. En deux mots, pourquoi? Eh bien, dans une forêt équatoriale, 85% de la minéralomasse est dans la biomasse. Donc, les sels minéraux, ils sont en quasi-totalité dans les arbres, si vous voulez. Bon. Si vous enlevez les arbres, vous enlevez tout. Dans une forêt tempérée, 85% de la minéralomasse est dans le sol, pas dans les arbres, c'est 15% seulement dans les arbres. Donc quand vous exploitez de façon modérée, vous n'enlevez pas tous les sels minéraux. Et vous pouvez reconstituer votre écosystème et la richesse du sol en finalement peu d'années. Donc c'est soutenable. En forêt équatoriale, non, parce que vous avez tout enlevé. Donc qu'est-ce qui se passe? Les sols se latéritisent, se minéralisent. Et si vous voulez cultiver, ben, ça veut dire engrais. Engrais qui partent dans les eaux, parce qu'il n'y a rien pour les retenir, il n'y a pas de matière organique. Donc pollution des eaux. En fait, vous êtes dans un système qui devient complètement horrible, quoi, du point de vue, pas, à tout point de vue, du point de vue de la rentabilité et du point de vue de l'écologie. Hein. Alors, nous avions encore une question de Saïd Zenaba, qui je vais donner la parole. Wow! Avant de voir si Catherine et Dominique veulent ajouter des choses sur les microbes. Je donne la parole à Saïd. Zenaba. Bonsoir. Salut Zenaba. Zenaba, elle est à Mayotte pour le moment, c'est incroyable. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, j'avais une petite remarque, en fait, c'est que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe au niveau de la démographie et par rapport à l'augmentation des maladies qu'on a à l'heure actuelle, moi, je sais que j'avais déjà discuté avec des amis et ça me faisait vraiment penser à ce qu'il y a dans un milieu de culture où on va cultiver certaines bactéries. C'est un qui arrive à augmenter. On arrive à un moment donné où la population bactérienne est tellement importante qu'on a une diminution des ressources, on va avoir une augmentation de tout ce qui est, entre guillemets, pollution, une augmentation des maladies qui risquent éventuellement de venir décimer, où en gros, soit la population va stagner ou bien va finir par, entre guillemets, diminuer. Et donc, en gros, cet écosystème dans un petit bécher, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui se passe à l'échelle de la planète. Et de toute façon, après, il y aura toujours d'autres successions, entre guillemets. Voilà, nous, ce qui nous fait peur, entre guillemets, c'est que ça nous arrive à l'humanité. Après, il y a eu d'autres espèces animales qui ont disparu. Donc, dans l'absolu, en fait, je pense que ce qui fait peur, c'est vraiment qu'on arrive à un moment où la régulation va se faire, mais pas de façon très douce, quoi. Donc, voilà. Et puis, en fait, donc, ma question, c'était, en gros, alors, les différences qu'on a dans la gestion économique, par exemple, de ce qu'il y a eu avec l'Ebola, qui a une mortalité qui est beaucoup plus importante, et le coronavirus en ce moment, où on a eu en quelques mois une pandémie, alors que le virus Ebola, il me semble qu'il était beaucoup plus contagieux. Et donc, comment est-ce que ça a été géré pour qu'à l'heure actuelle, le coronavirus, entre guillemets, on n'a pas réussi à le stopper géographiquement parlant? Bon, ben, Zenaba, merci de nous parler de si loin, ça fait plaisir de te voir. Bon, dis, oui, la question, pour répondre à ta première intervention, tu as tout à fait raison de dire que la Terre s'en remettra. La question, c'est de savoir si l'homme va s'en remettre. Quand on essaie de protéger la biodiversité, il ne faut pas croire, hein, en tant qu'espèce, on le fait de façon très égoïste, c'est pour assurer notre propre survie. Bon. Alors, la différence entre Ebola et puis le coronavirus, elle est très simple, c'est que Ebola, il sévit dans des petits villages qui sont au fin fond de la forêt de l'Équateur. L'Équateur, c'est une province de RDC, hein, du Congo. Dans l'Ituri aussi, je crois qu'il y en a un petit peu, et dans le Kivu, bien sûr. Et en fait, c'est des villages qui sont très, très isolés, très, très difficiles d'accès. Donc, en fait, il y a un confinement, je dirais, on ne peut pas dire naturel, mais il y a un confinement du fait des mauvaises infrastructures routières. Les collègues qui interviennent là-bas, que je connais bien, c'est des amis, c'est vraiment, il faut y aller en camion, il y a des ornières pas possibles, donc forcément on est confiné. Et vous avez un exemple d'Ebola qui a failli échapper, c'est quand il est passé en Afrique de l'Ouest. Là, il y a quelques années, tout le monde a paniqué. Pourquoi? Parce que les infrastructures routières sont bien meilleures, les gens se déplacent beaucoup plus, et effectivement, c'est parti comme en 14 partout en Afrique de l'Ouest.
Et là, la communauté mondiale s'est beaucoup mobilisée parce qu'il y a eu une crainte que ça passe justement dans l'hémisphère nord. Et là, on a vu les gens se bouger. Le vaccin, il a été trouvé tout de suite pratiquement. Hein. Bon, je ne ferai pas de commentaires, mais je n'en pense pas moins. Bon, mais voilà, ce qui protège d'Ebola pour le moment, c'est l'isolement des villages, alors que le coronavirus, Wuhan, la Chine, énormes échanges économiques avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Afrique, etc. Donc, c'est passé très rapidement. Merci. Alors, on a dépassé de 7 minutes, mais c'est avec plaisir. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de rester dans notre format. Juste, Catherine avait levé la main peut-être pour répondre sur les microbes. Je lui donne la parole si elle veut dire quelque chose. Catherine, je crois qu'elle a la parole. J'ai ouvert son micro. Catherine. Non, son micro est ouvert. Sinon, peut-être que Dominique, vous voulez nous parler au nom des microbes. Ah, si, Catherine est là. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ok. Simplement pour juste ajouter un petit mot sur la question qui avait été posée sur est-ce qu'on connaît l'évolution du microbiote au cours du temps? Alors, c'est difficile de connaître ce qu'il y avait dans le ventre à l'origine de l'histoire de l'homme, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur des populations de chasseurs-cueilleurs et des populations de personnes qui vivent dans les pays industrialisés. Et en fait, on remarque qu'il n'y a pas tant de différence que ça en termes de diversité, mais par contre, en termes d'équilibre, il y a de grosses différences. Et donc, dans nos populations, dans les populations des pays industrialisés, en fait, il y a des déséquilibres qui mènent à des pathologies que tout le monde connaît, hein, l'obésité. On sait qu'aujourd'hui, l'obésité, elle est due en grande partie à des déséquilibres du microbiote. La maladie de Crohn, qui est une maladie chronique, également due à des déséquilibres du microbiote. Et en fait, c'est cette notion d'équilibre qui n'est plus restée au cours de l'évolution, voilà, à cause des pratiques alimentaires essentiellement. Et bien sûr que les pratiques antibiotiques sélectionnent en plus des bactéries qui peuvent résister. Mais ça, c'est une autre affaire. Merci. Catherine, est-ce que vraiment une minute, Dominique, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous rétablis le micro. Je crois que je l'ai fait. Ah, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à donner la parole. Mais je crois qu'on pourra de toute façon profiter de Dominique puisqu'elle est programmée pour une conférence bientôt où elle va nous parler justement du fait que les microbes sont aussi nos amis. Très bien, c'est magnifique. Alors à ce moment-là, pour respecter notre horaire, je vais alors à la fois remercier Patrick pour ce très bel exposé qui nous a en plus ouvert, qui nous a donné des rendez-vous il nous a présenté une partie du programme de l'année qui vient en disséminant aussi des remarques sur les interventions qui viennent et qui compléteront son propos. Je voulais annoncer la prochaine séance et suite à une remarque qu'a fait Aliénor dans le chat. J'essaie de ne pas en rater puisqu'Aliénor faisait remarquer qu'en plus de ce que tu... Donc, elle faisait un grand merci à Patrick, mais une remarque aussi sur le Parlement des savoirs qu'évoque One Health et dans lequel Patrick disait qu'il manquait souvent qu'on interroge plus les écologues. Elle disait l'anthropologie aussi doit avoir sa place. Et bien justement, la semaine prochaine, non, la prochaine séance dans 15 jours, nous recevrons Frédéric Keck, qui est donc directeur du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, et qui a un livre qui sort en juin qui s'appelle La sentinelle des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, où là, il regarde comment, avec les outils d'anthropologie, comment autorités sanitaires, vétérinaires, chasseurs d'oiseaux, de virus, tout ça, comment tout ce monde-là rentre dans une chaîne autour de la vigilance autour des pandémies en Chine. Et à partir de son terrain, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, je crois. Voilà. Donc nous nous retrouvons à ce moment-là dans 15 jours. Merci beaucoup à Patrick. Nous devrions retrouver la vidéo dès que nous serons... Voilà, je vais essayer de la mettre ce soir en ligne sur YouTube. Ou demain, ou plus tard. Alors, il y a encore 4 messages de remerciements pour Patrick. Merci. Merci à tous. Ok. Merci à tous en tout cas et merci à
à tous et à chacun, on va dire. Ok, à bientôt. À bientôt. Nous allons rendre l'antenne. Je vais essayer de trouver l'endroit où on rend l'antenne. On arrive à rendre l'antenne.